Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 12e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les pros. Et pour décrypter cette actualité, je suis, comme d'habitude, en compagnie de Guy Hervier. Alors, petite différence, cette semaine, Guy n'est pas dans nos locaux, nos studios de la Défense, mais de l'autre côté de l'Atlantique, et plus exactement en Floride. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, je crois qu'en fait vous êtes quasiment à portée de drive d'un des plus fameux personnages américains du moment. Et je vous laisse en dire plus à nos lecteurs. Oui, alors effectivement, on est en Floride, sur une petite île de la côte est de Floride qui s'appelle Singer Island, qui est juste là, derrière nous. Et en fait, Singer Island n'est pas connue, mais est connue parce que elle est juste à côté d'une autre petite île qui s'appelle Palm Beach, sur laquelle Donald Trump a sa résidence d'hiver, comme il l'appelle même la Maison Blanche d'hiver, Mar-a-Lago. Donc c'est un club privé dans lequel il a ses propres appartements et où il vient quasiment tous les week-ends. Alors les uns disent pour se réunir avec ses proches conseillers, et les autres disent que c'est pour venir jouer au golf. Alors Guy, premier sujet, puisque vous êtes aux USA qui a retenu votre attention, et là c'est plus que l'attention d'ailleurs, parce que c'est un sujet important, c'est une nouvelle loi du Congrès qui donne la possibilité aux fournisseurs d'accès Internet de revendre tout simplement les données de connexion, l'historique de connexion de ses clients à des tiers, quels qu'ils soient. Alors plus sérieusement, effectivement, cette semaine, le Congrès, donc d'abord le Sénat et ensuite la Chambre des représentants, a voté une loi qui donne toute facilité aux fournisseurs d'accès Internet, principalement Verizon, AT&T, Comcast, et qui leur permet donc à la fois de récupérer et surtout de vendre les données personnelles de tous leurs clients. Donc ça a été finalement relativement rapide. Cette loi a été ratifiée par Donald Trump lui-même cette semaine. Et c'est un retour en arrière assez important. Il y avait eu en octobre dernier des lois qui tendaient à limiter les possibilités pour les fournisseurs d'accès. Cette loi n'avait pas été encore, sous le mandat Obama, n'avait pas encore été mise en œuvre. Et c'est surtout un retour en arrière par rapport au Telecom Act de 1996 qui protégeait les données personnelles des clients et des internautes. Et pour aller encore un petit peu plus loin, cette loi empêche la FCC, donc c'est un peu l'équivalent de l'ARCEP aux États-Unis, empêche la FCC de revenir en arrière, c'est-à-dire d'empêcher les fournisseurs d'accès, en gros, de faire ce que bon leur semble. Alors de leur côté, la logique de cette loi, c'est quoi? C'est soi-disant, alors d'un côté, toutes les lois qui sont votées ou qui sont proposées en ce moment, c'est soit pour alors soi-disant, pour augmenter les emplois, soit c'est pour augmenter la croissance. Là l'idée c'était pour augmenter ou ne pas brider la croissance des fournisseurs d'accès. Et le lobby des fournisseurs d'accès en fait faisait valoir le fait que finalement ils ne pouvaient pas faire ce que les GAFA, donc les Google, les Facebook font depuis le début, c'est-à-dire récupérer toutes les données de navigation des internautes et en gros les monétiser avec de la publicité. Donc c'est une victoire assez importante pour les fournisseurs d'accès. Et alors ce qui est un peu significatif, c'est que contrairement aux sociétés comme Google et Facebook, les fournisseurs d'accès ont en plus des données de navigation, ils ont des données liées au contrat qu'ils signent avec les clients. Puisque, bon, avec Google, la plupart du temps, sauf si on prend des services payants, mais avec Google ou Facebook, on a un contrat implicite et on n'a pas de données de type coordonnées bancaires ou adresses à fournir. En revanche, avec les fournisseurs d'accès, c'est le genre d'informations qu'on donne, ce qui fait que le tout combiné donne un levier assez considérable aux fournisseurs d'accès. Alors, ce mouvement quand même américain est finalement assez paradoxal, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe,
On a la fameuse GDPR qui va bientôt rentrer en vigueur et qui, au contraire, a des exigences assez importantes en matière de privacy, comme disent les Américains, ou de respect de la loi privée en bon français. Alors que les États-Unis vont dans ce sens, qui est finalement pas favorable du tout aux internautes. L'Europe, elle, va dans l'autre sens, puisqu'on sait qu'on est en train de mettre en place la fameuse GDPR, donc c'est la protection de gestion des données personnelles, qui sera mise. Alors les entreprises sont censées le faire à partir de mai 2018. Si elles ne le font pas, il y aura des mesures de rétorsion importantes, notamment des amendes financières assez importantes, donc c'est dissuasif et elles auront plutôt intérêt à le faire. Donc c'est vraiment aller dans deux directions différentes et c'est quand même assez surprenant de voir comment, alors que finalement l'Internet est une technologie qui est la même partout, il y a des évolutions en termes légaux qui soient aussi différentes. Alors Guy, on revient de ce côté de l'Atlantique et on parle du Syntec numérique qui est revenu sur les chiffres du secteur, comme il le fait d'ailleurs chaque semestre, je crois, et qui annonce une croissance de 3% du secteur IT à venir en France. Oui, alors effectivement, c'est Syntec numérique qui chaque semaine, chaque semestre, publie son bilan alors semestriel donc. Et donc, la semaine dernière, Syntec Numérique a fait le point sur les chiffres 2016 et les prévisions 2017, qui sont relativement bonnes. Alors, évidemment, on n'est pas dans des rythmes de croissance à deux chiffres qu'on a connus il y a quelques années, il y a un petit moment déjà, mais pour 2017, on a des prévisions de croissance qui sont à 3%, donc ce qui est quand même relativement supérieur à ce que connaît l'économie, puisque les prévisions de croissance du PIB pour 2017, c'est 1,3. Les plus optimistes vont même jusqu'à 1,5, donc c'est deux fois plus rapide. Et alors, donc ce qui est intéressant, c'est que le Syntec numérique classe ça en trois grandes catégories. Il y a les éditeurs de logiciels, le conseil en technologie et puis conseil et services. Et encore une fois, ce sont les éditeurs de logiciels, je dirais, qui mènent la danse avec des prévisions de croissance de 4,2%. Les deux autres secteurs qui sont un peu plus importants en volume, mais finalement en croissance représentent que 2,7% chacun. Alors parmi les chiffres, il y a le SaaS dont tout le monde parle dans le secteur, mais finalement la réalité des chiffres est un petit peu mitigée, semble-t-il. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le SaaS, donc Software as a Service, dont on pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est quasiment omniprésent. Alors on a 60% des éditeurs de logiciels français qui ont une offre SaaS, donc c'est important, mais finalement ça veut dire qu'il y a 40% qui ne l'ont pas encore. Et autre chiffre intéressant, c'est que le SaaS ne représentera en termes de chiffre d'affaires que 20% des ventes de logiciels en 2017. Donc là où on pense que finalement le SaaS a tout balayé, on voit que les choses sur le terrain, dans les entreprises, se mettent en place de manière beaucoup plus lente. Autre point important en termes de RH que vous avez noté, c'est la pyramide des âges, avec la proportion des plus de 45 ans. Le nombre de salariés de plus de 45 ans est pour la première fois supérieur à celui des moins de 30 ans. Et donc, on voit bien, c'est tous les gens qui ont été embauchés il y a 5, 10, 15 ans, maintenant ils arrivent à maturité et ils sont toujours dans le secteur pour partie. Donc c'est vraiment un signe de maturité. Alors on le sait, le secteur IT, donc pour les trois qu'on a mentionnés, donc édition de logiciels, conseil de technologie, conseil et services, ça va représenter, selon Syntec numérique, des prévisions d'embauche de 54 000 personnes. Donc c'est le secteur le plus dynamique. Et on le sait, ce sont des emplois hautement qualifiés, donc la plupart du temps ce sont des ingénieurs ou masters.
développeurs qui sont embauchés pour la plupart, là, 94% en CDI. Et donc on voit bien que, alors 94% en CDI et près de 70% de cadres. Donc on voit que c'est un secteur à la fois dynamique et qui recrute des gens hautement qualifiés. Donc voilà je dirais l'état des lieux pour 2017 donné par Syntec Numérique la semaine dernière. Autre annonce de la semaine, c'est l'annonce du S8 de Samsung qu'on attendait au Mobile World Congress et qui finalement a été annoncé cette semaine. Alors c'est pas tellement le produit en lui-même, mais c'est plutôt le défi industriel que ça représente. Oui, alors en général, on n'a pas l'habitude trop de parler des annonces de smartphones. Bon, ça dépend lesquels, parce que c'est vrai que quand l'iPhone arrive, le nouvel iPhone, on en parle. Là, c'était important parce que, en fait, cette annonce du S8 de Samsung, donc effectivement, on l'attendait au Mobile World Congress. Il n'est pas arrivé, et puis quelques semaines plus tard, donc il arrive. Au-delà du fait que bon, c'est un matériel, donc c'est un smartphone intéressant qui est proposé en deux versions avec un écran standard et puis un grand écran qui possède un équivalent Siri donc, qui s'appelle Bixby, qui possède une espèce de station d'accueil qui se met dans la poche, qui combiné avec le smartphone, un clavier, une souris et un écran, alors écran si on veut un grand écran, peut jouer le rôle de PC. Et puis il y a aussi la possibilité de reconnaissance faciale, donc reconnaissance de l'iris ou reconnaissance, donc scan de l'iris ou reconnaissance faciale. Donc je dirais que des fonctionnalités intéressantes. On rappelle que pour Samsung, après la catastrophe du Note 7, le lancement de ce S8 est un défi évidemment majeur. Ce qui est surtout important, c'est que pour Samsung, c'est un défi absolument colossal puisqu'il fait suite au Note 7 dont on sait l'échec que ça a été pour des raisons liées à la batterie. Donc c'est plus de, je ne sais pas combien de millions d'appareils qui ont été rappelés parce qu'ils posaient des problèmes d'explosion. Donc pour Samsung, c'est vraiment un défi extrêmement important. Et on le voit depuis 2013, Samsung, qui est le numéro 1 des smartphones et d'assez loin devant Apple, avait plus de 30% de part de marché et est descendu en 2016 à moins de 20%, 18% et quelques. Donc c'est une diminution, enfin une baisse très importante pour Samsung. Et la question évidemment qui est posée, c'est de savoir si ce nouveau modèle va permettre à Samsung de se remettre sur pied, de relancer une dynamique qu'elle avait connue ces dernières années. Alors évidemment, il y a le problème qui était lié au matériel et donc aux batteries. Et puis il y avait aussi le scandale financier lié aux dirigeants de Samsung. Donc le tout avait fait que les 2-3 dernières années pour l'entreprise avaient été bien difficiles. Donc beaucoup d'espoirs vont certainement être placés dans ce S8. Évidemment, la question qui est posée, c'est est-ce que les résultats seront à la hauteur des attentes? Et ça, on le saura relativement rapidement, puisqu'on le sait, les ventes de smartphones, ça évolue très rapidement. On peut passer d'une marque à l'autre assez facilement. Donc on regardera ça de très près. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, et voire même largement au-delà de la semaine à venir, on a eu vent d'une volonté d'acquisition d'Oracle d'un grand cabinet de conseil. Alors, acquisition et Oracle, c'est souvent synonyme, mais là, la mariée est quand même assez importante. Alors effectivement, Oracle a missionné un cabinet de conseil pour étudier l'opportunité de faire l'acquisition d'Accenture.
Donc ça peut surprendre parce que bon, les deux sociétés collaborent depuis très longtemps. Elles avaient même formé il y a 2 ans une espèce d'entité commune pour aider les entreprises à migrer vers le cloud. Mais de là à penser que Oracle, dont on sait qu'il est depuis le début très, très agressif, enfin en tout cas son patron, Larry Ellison, très agressif en matière business, s'entend, de là à penser que Oracle pouvait éventuellement acquérir Accenture, évidemment il y avait un pas que peu avaient osé franchir. Alors Oracle et les acquisitions, c'est pas nouveau, hein. Depuis une vingtaine d'années, c'est quasiment 130 acquisitions qui ont été faites, mais bien entendu aucune de la taille d'Accenture. Accenture, ce serait vraiment un très très gros morceau puisqu'on parle d'une valorisation de 77 milliards de dollars. Oracle a du cash disponible, près de 70 milliards, donc pas tout à fait assez, mais c'est un gros morceau. Accenture, c'est près de 400 000 salariés, alors qu'Oracle, c'est que 130 000, donc on voit là aussi qu'en termes de rapprochement des équipes, ça poserait un problème absolument colossal. En termes de chiffre d'affaires, on est à peu près équivalent. Accenture est un petit peu plus important, 37 milliards de dollars, 35 milliards pour Oracle. Et une profitabilité à peu près équivalente. Donc ce serait vraiment très très... Alors surprenant, c'est difficile à dire parce que les surprises, on est habitué, mais ce serait quand même quelque chose de très difficile. On l'a vu avec la fusion Dell et EMC, qui était la plus importante du secteur. EMC qui était un gros morceau pour Dell, ça va pas été des plus faciles. Là, ce serait certainement encore plus difficile, d'autant que les cultures d'entreprise sont très différentes. Et jusqu'à présent, les plus grosses acquisitions faites par Oracle, c'était PeopleSoft. On se souvient de la saga qui avait duré des semaines et des semaines, puisque PeopleSoft avait résisté. Donc 10 milliards de dollars. Il y avait une NetSuite, un peu plus de 9 milliards. Sun Microsystems, 7 milliards. Donc on est vraiment, là c'est un ordre de grandeur de différence. Et évidemment, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, mais la probabilité qu'une telle acquisition se réalise serait, encore une fois on va dire le terme, un peu surprenante. Néanmoins, ce qui veut dire que Oracle est à l'affût d'une acquisition importante et d'un cabinet de conseil. Donc ça, c'est à mon avis l'information importante. Et donc si c'est pas Accenture, ce sera peut-être un autre de taille un peu moins importante avec lequel Oracle a déjà des liens significatifs. Donc c'est pas pour la semaine prochaine, mais pour les semaines à venir, on peut supposer que Oracle va se lancer dans un mouvement qui retiendra toute notre attention. Très bien, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Peut-être pas à propos d'Accenture, mais en tout cas, si j'ai bien compris, d'un autre cabinet de conseil. En attendant, et pour conclure, notre fameux coup de cœur, coup de gueule, alors là c'est plutôt un coup de cœur finalement, c'est un brevet déposé par Apple symbolise la fusion entre les smartphones, la fusion potentielle entre les smartphones et les terminaux de bureau. D'ailleurs, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre en partie chez Microsoft, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement, Apple a déposé un brevet qui en fait permettrait de transformer un iPhone en PC. Donc on a un PC portable sur lequel il y a le pavé tactile et à la place de l'emplacement du pavé tactile, donc on pourrait insérer l'iPhone et puis qui transformerait l'équipement, donc le matériel qui aurait un écran, un clavier, en PC. Donc l'intérêt d'un tel dispositif effectivement est relativement... on peut se poser des questions là-dessus. Je pense que on vient d'en parler, Samsung avec son S8 propose une espèce de station d'accueil qui tient dans la poche et qui permet de connecter clavier, écran, souris. Il y a déjà des dispositifs, des claviers séparés qui permettent de transformer l'iPhone ou un iPad en PC. Donc ces claviers sont de très bonne facture et permettent de faire du traitement texte, en tout cas de saisir du texte au kilomètre. Donc c'était juste quelque chose qu'on voulait mentionner. Ça veut dire que Apple réfléchit
à l'idée de transformer son iPhone, enfin ses iPhones en PC. Bon, évidemment, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt pour Apple, puisqu'ils vendent d'un côté des iPhones, de l'autre côté des tablettes, et puis ensuite des iMac. Donc son intérêt, c'est d'en vendre le plus possible de ces trois matériels. Mais bon, c'était juste quelque chose qu'on voulait mentionner. Eh bien Guy, merci pour cette analyse, ces commentaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt, merci.